Le mandat est obligatoire. Il est pour l'agent immobilier indispensable au démarrage de sa mission et à la garantie de son droit à rémunération. Pour ce module de formation, nous allons vous proposer le plan suivant. En premier, nous définirons le mandat, puis nous citerons les textes qui le régissent. Nous examinerons ensuite sa forme, les mentions qu'il doit obligatoirement contenir et enfin, nous étudierons les obligations des parties. L'article 1984 du Code civil énonce « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandat et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire, expresse par la signature ou tacite par son exécution. » La définition du Code civil appliquée au mandat consenti dans le cadre d'une transaction conclut à ce que, pour un mandat de recherche d'acquéreur, le propriétaire dit le mandant d'un bien immobilier, appartement, maison ou mobilier, fonds de commerce, cession de droits au bail, cession de droits sociaux, consent à un agent immobilier, dit le mandataire, pouvoir de mettre en vente son bien, mandat à tort communément appelé mandat de vente, qui lui donne tous les pouvoirs pour que le mandataire signe l'acte de vente définitif sans l'accord du mandant. Ce mandat est extrêmement rare dans la pratique. Pour un mandat de recherche de biens, le mandant, acquéreur potentiel en recherche, consent à un agent immobilier un mandat pour rechercher un bien. L'exercice de la profession d'agent immobilier est régi par une loi fondamentale appelée par les professionnels loi Hoguet du 2 janvier 1970. Son application a été précisée par le décret du 20 juillet 1972. Ces textes ont été modernisés par le décret du 21 octobre 2005. Le mandat susceptible d'être signé suite à un démarchage à domicile ou sur le lieu de travail est soumis aux dispositions de certains articles du Code de la consommation. Après avoir vu les textes, abordons la forme du mandat. Conformément aux dispositions de la loi Hoguet, le mandat doit être écrit et suivre les règles énoncées plus loin. Il sera dans la majorité des cas sous seing privé et exceptionnellement sous la forme d'acte authentique, c'est-à-dire reçu par un notaire. Il est ici noté que la loi Hoguet et les textes légaux prévoient l'obligation de rédiger et faire signer le mandat en autant d'exemplaires que de parties intéressées à la recherche de l'acquéreur d'un bien, plus un pour l'agence mandataire. Le mandat doit comporter des mentions obligatoires. Examinons maintenant l'importance de ces mentions. Sous peine de nullité ou de contestation ultérieure, pouvant avoir notamment pour conséquence la perte de la rémunération de l'agent immobilier, les mentions suivantes devront être contenues dans le mandat. Elles sont au nombre de 11. Le numéro, les signataires, la situation et la désignation du bien, le prix et la rémunération de l'agence, la forme, la durée, les fonds séquestres, la faculté de délégation à un confrère, le démarchage à domicile éventuellement, les dates, lieu et nombre d'exemplaires et enfin la signature des parties. Sous peine de nullité, le mandat doit comporter un numéro émanant du registre des mandats. Les mandats y sont numérotés de manière continue par ordre chronologique de signature. Nous noterons que depuis le 1er janvier 2006, ce registre des mandats peut être tenu électroniquement. Généralement, seuls le mandant et le mandataire doivent signer le mandat et accessoirement les personnes devant autoriser la vente. Le mandant peut être une personne physique ou une personne morale. Pour les personnes physiques, elles seront identifiées dans le mandat par leur nom, prénom et adresse. L'agent immobilier devra vérifier le régime matrimonial, s'il existe un PACS, et s'assurer qu'il n'y a pas de divorce en cours. Les personnes physiques auront leur capacité légale ou en cas d'incapacité, elles seront représentées par leur représentant légal, tuteur, curateur, administrateur légal, sous contrôle judiciaire ou non. Selon l'origine de propriété et le régime matrimonial, 3 catégories de personnes doivent signer ou approuver le mandat. Le propriétaire, recevant tout ou partie du prix de vente, son conjoint, dans le cas d'aliénation de la résidence principale des époux, les personnes qui, selon le cas, devront autoriser le mandat à la suite d'une donation partage, d'un partage, d'une succession.
En annexe, vous disposez d'un tableau de synthèse des signatures nécessaires en fonction de l'origine de propriété. Une personne morale sera identifiée au mandat par sa dénomination sociale, sa forme, son capital, son siège, son numéro d'immatriculation au registre du commerce, le nom et la qualité du mandataire social signataire du mandat. À ce titre, il est conseillé de se procurer un CABIS très récent et de vérifier si les dispositions des statuts n'exigent pas que le mandataire social ait l'accord explicite des associés de la société. En annexe, vous disposez d'un tableau de synthèse des signatures nécessaires. Le mandataire doit s'identifier pour le mandant, comme je viens de vous l'indiquer, en précisant en plus son adresse, le numéro de sa carte professionnelle, la préfecture ayant délivré la carte, le nom et l'adresse de son garant, le montant de la garantie. Toute personne n'étant pas titulaire de la carte professionnelle ne pourra accepter et signer le mandat que si elle en a reçu le pouvoir du titulaire de la carte. Ce pouvoir est visé par le préfet compétent qui délivre une carte professionnelle de couleur grise. Le mandat doit indiquer la nature du bien, appartement, maison, fonds de commerce, sa situation, son adresse complète, ville, étage, porte, son numéro de cadastre ou ses lots de copropriété, sa désignation détaillée, exemple 2 pièces, cuisine, entrée, etc. Il est vivement conseillé d'écrire le prix de vente en lettres et en chiffres pour éviter toute contestation. Ce prix doit comprendre la commission TTC du mandataire. Dans certains cas, le vendeur ou l'acquéreur, dans le mandat de recherche, peut récupérer la TVA sur honoraire, voire tout ou partie sur le prix de vente. La charge du paiement de la rémunération de l'agence doit être fixée par le mandat. En général, la rémunération est mise à la charge du vendeur. À la demande de l'acquéreur, elle peut être déduite du prix de vente et être mise à sa charge. Elle est subordonnée à la réalisation de la vente avec le concours de l'agence en vertu de son mandat, sauf exception que nous citerons juste après. Le vendeur ne doit donc aucune somme avant que la vente ne soit conclue. Si la vente est subordonnée à une condition suspensive qui ne se réalise pas, par exemple obtention d'un prêt, la commission n'est pas due. Il en est de même si une clause de dédit s'applique. En revanche, alors que les conditions suspensives sont réalisées, si la vente ne se réalise pas par la faute de l'une des parties, l'agence sera alors en droit de demander des dommages-intérêts égaux à la commission prévue au mandat. En cas de désaccord entre les parties, seuls les tribunaux sont souverains pour en fixer le montant. Enfin, toute rémunération forfaitaire prévue peut être modifiée si le prix de vente est différent de celui figurant sur le mandat. La fixation du montant de la commission est libre depuis l'ordonnance du 1er décembre 1986. Elle est soit forfaitaire, soit fixée en fonction d'un pourcentage du prix de vente. L'agent immobilier doit informer le client de ses tarifs et il doit notamment les afficher visiblement à l'entrée de son agence. La commission doit être précisée sur le mandat et la promesse de vente. Pour les biens immobiliers, il est courant que la commission soit payée au notaire le jour de la signature de l'acte définitif de vente. Le notaire la remettra ensuite au mandataire. L'agent immobilier a droit à sa commission si le vendeur traite directement avec une personne qui lui a été présentée par l'agent, et ce, même après l'expiration du mandat. En général, une durée de 18 mois est retenue. Mais si le vendeur trouve seul un acquéreur, l'agent perd son droit à commission, sauf stipulation contraire prévue dans un mandat exclusif. Si l'agent immobilier trouve un acquéreur aux conditions du mandat, mais que le propriétaire a changé d'avis et n'a donc pas de très sérieuses raisons de ne plus vendre, l'agent immobilier peut réclamer des dommages et intérêts d'un montant égal à la commission. Il n'y a pas d'obligation légale d'indiquer le prix net revenant au vendeur. Toutefois, pour une bonne information, il est vivement conseillé d'indiquer au mandant la somme nette de commission lui revenant. Il existe deux formes principales de mandat, le mandat simple et le mandat exclusif. Le mandat simple est celui conféré par le mandant qui garde la possibilité de confier un autre mandat à un autre professionnel. Il peut aussi se réserver la possibilité de trouver un acquéreur ou un bien par lui-même. Le mandat exclusif est celui conféré par le mandant qui s'interdit de conférer un mandat à un autre professionnel.
Il s'interdit également de trouver un acquéreur ou un bien par lui-même. La sanction pour le vendeur n'ayant pas respecté ses engagements est le paiement de dommages et intérêts à l'agent immobilier lésé, équivalent à tout ou partie de sa commission. Certains réseaux d'agents immobiliers ont créé une troisième forme de mandat qui permet au mandant de vendre le bien par lui-même en indemnisant l'agent immobilier d'une partie de sa commission. Ce dédommagement est prévu au mandat. À titre indicatif, il est ici noté que le mandat exclusif donne 4 à 5 fois plus de chances de mener à bien la mission confiée par le mandant au mandataire. Il est obligatoire de noter sa durée dans le mandat. Elle doit être limitée dans le temps et ne peut se renouveler indéfiniment par tacite reconduction. En général, la durée initiale du mandat est de 3 mois et ses éventuelles reconductions limitées à 1 année. L'article 78 de la loi Hoguet prévoit, sauf cas très particulier, qu'à l'issue d'une durée de 3 mois, le mandat pourra être dénoncé à tout moment sous préavis de 15 jours par lettre recommandée avec accusé de réception pour les cas où le mandat contiendrait l'une ou l'autre des clauses suivantes mentionnées en caractère très apparent. Exclusivité, clause pénale et commission due par le mandant, même si l'opération est conclue sans l'intervention du mandataire, vente directe ou par l'intermédiaire d'un autre mandataire. Le mandat peut être résilié dans les cas suivants. À la fin de sa période contractuelle, en cas d'exclusivité après 3 mois, disparition ou expropriation du bien, à la mort du mandant sauf convention contraire engageant ses héritiers, faute constatée et prouvée du mandataire, résiliation judiciaire, destruction du bien, accord des deux parties, et dans certains cas de procédure collective affectant l'une des parties. L'agent immobilier peut recevoir à titre de séquestre des fonds émanant d'un acquéreur destinés à devenir un acompte sur le prix de vente si la vente se réalise ou une indemnité d'immobilisation si elle ne se réalise pas par la faute de l'acquéreur. Seuls peuvent accepter cette mission de séquestre les agents immobiliers en ayant fait la demande et reçu la garantie financière émanant d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance ou de la Caisse des dépôts et consignations. Ces fonds seront déposés sur un compte spécial exclusivement affecté à cet objet. Article 55 de la loi Hoguet. L'agent immobilier a pour obligation d'afficher à l'accueil de son agence une affiche délivrée par le garant, indiquant les conditions de la garantie, le nom du garant et le montant de la garantie qui doit toujours être supérieur au montant des fonds détenus. L'agent immobilier non habilité à percevoir des fonds peut être rédacteur de l'avant-contrat, mais devra demander au vendeur de faire établir et signer une convention de tiers séquestre. Ce tiers pourra être notamment un avocat, un notaire, une banque. La clause de délégation au profit d'un ou plusieurs autres agents immobiliers permet au mandataire de déléguer ses pouvoirs à ses confrères, dans le respect des conditions prévues au mandat et après accord écrit sur le partage de la commission. Le sous-mandataire est seul responsable de ses fautes vis-à-vis du mandant et du mandataire principal et devra, bien entendu, respecter la réglementation professionnelle. Le démarchage à domicile est l'action commerciale qui consiste à solliciter la clientèle à son domicile, sa résidence, son lieu de travail, même à sa demande, porte-à-porte, courtage, prospection, vente démarchage par téléphone, par correspondance et courriel, mailing, publipostage. Le Code de la consommation prévoit notamment, sous peine de nullité, que soit mentionné dans le mandat le délai de rétractation de 7 jours francs du mandant à l'aide d'un coupon détachable. En cas d'exercice de son droit de rétractation, le mandant devra adresser le coupon détachable par lettre recommandée avec accusé de réception au mandataire. Le mandat doit comporter la date du jour de la signature par le mandant et le mandataire. En cas de date différente de signature du fait de mandants multiples et éloignés, il faudra faire figurer sur le mandat le nom, le lieu et la date de signature de chacun. La signature du dernier signataire rend le mandat parfait. Chacun des signataires pouvant se rétracter avant la signature du dernier, il est conseillé d'obtenir rapidement la signature de chacun. Le mandat doit être signé en autant d'exemplaires que de parties intéressées à la vente, dont un pour l'agence immobilière.
En ce qui concerne la signature des parties, nous distinguerons le mandat de recherche d'acquéreur et le mandat de recherche de biens. En matière de mandat de recherche d'acquéreur, les personnes recevant une partie du prix de vente devront toutes être présentes ou représentées, par procuration, à la signature du mandat. Il est conseillé de faire précéder leur signature de la mention « lu et approuvé », bon pour mandat, simple ou exclusif. Le mandataire acceptera le mandat par sa signature en la faisant précéder de la mention « lu et approuvé », mandat accepté. Les personnes devant autoriser la vente définitive, donateur, codonataire, cohéritier, conjoint pour la vente de la résidence principale, devront donner leur accord soit dans le mandat, soit par lettre ou acte séparé avant la signature de l'avant-contrat, compromis ou promesse de vente. En annexe, vous disposez d'un tableau de synthèse des signatures nécessaires. Les personnes physiques incapables majeures sont des personnes n'ayant pas leur pleine capacité civile et dépendant du régime de la sauvegarde de justice, de la curatelle et de la tutelle. Dans ce cas, il sera indispensable d'avoir communication du jugement concerné qui pourra être révélé par la mention RC en marge de l'acte de naissance. Les personnes physiques incapables mineures sont quant à elles des personnes de moins de 18 ans, non émancipées, placées sous l'administration légale de leur père et ou de leur mère. En ce qui concerne les personnes morales, le mandataire social devra signer le mandat et, suivant les dispositions des statuts de la société, avoir obtenu l'accord de ses associés. En annexe, vous disposez d'un tableau de synthèse des signatures nécessaires. En ce qui concerne le mandat de recherche de biens, seul le mandant personne physique, le représentant de la personne morale ou de l'incapable majeur ou mineur pour le compte de qui le bien sera acquis, signera le mandat dans les règles susvisées. Le mandataire acceptera le mandat par sa signature en le faisant précéder de la mention « lu et approuvé, mandat accepté ». Il convient de réunir tous les documents nécessaires à l'identification du bien, de son origine de propriété et donc de ses propriétaires et des personnes devant autoriser la vente, titre de propriété, acte de partage, règlement de copropriété, etc. Devront également être communiqués tous les documents concernant la jouissance et l'occupation du bien, bail, avenant au bail. Il convient, lors de l'établissement du mandat, de réclamer au mandant les pièces et documents nécessaires à l'établissement de l'avant-contrat et en particulier le certificat de mesurage pour les biens en copropriété et les diagnostics prévus par la réglementation. Saturnisme, amiante, parasitaire, gaz. Il est recommandé de demander aussi tout ce qui concerne la copropriété et les impôts. Le mandant s'obligera à transférer sa propriété sous réserve du non-exercice de tout pacte de préférence ou droit de préemption le jour de la signature de l'acte définitif ou à une date proche. L'entrée en jouissance se fera par la prise de possession réelle ou par l'encaissement des loyers. Le mandant devra permettre au mandataire de faire visiter son bien en lui remettant un double des clés, en lui indiquant une personne pouvant organiser la visite, en prévenant son locataire de la mise en vente du bien et de son obligation de la laisser visiter. Le mandant ayant signé un avant-contrat pendant la durée de validité du mandat, hors le concours du mandataire, doit l'en avertir dans un délai à convenir. Il devra lui indiquer les coordonnées de son cocontractant ainsi que celles du notaire ou du conseil chargé de rédiger l'acte définitif. Cette obligation sera prolongée après la fin du mandat si le mandant conclut la transaction avec la personne présentée et dénoncée par le mandataire. Dans ce cas, et à la condition que la clause soit prévue au mandat, le mandataire sera en droit d'exiger le paiement de dommages et intérêts d'un montant égal ou inférieur à la commission à laquelle il pouvait prétendre. Toutefois, cette créance ne sera exigible que pour une durée raisonnable stipulée au mandat, 12 à 18 mois. Il est donc indispensable, pour faire valoir cette créance, que le mandataire fasse signer à tout acquéreur potentiel un bon de visite et qu'il dénonce le nom de son acquéreur au mandant. Dans le cas d'un mandat de recherche d'acquéreur, le mandant devra consentir la vente à tout acquéreur présenté par le mandataire au prix, charges et conditions du mandat.
Dans le cas contraire, le mandataire sera en droit d'exiger des dommages et intérêts égaux ou inférieurs à la commission prévue au mandat. Pendant la durée du mandat, le mandant devra informer le mandataire de tout événement survenu depuis la signature du mandat pouvant influer sur l'accomplissement de la mission. L'agent immobilier étant un professionnel, il se doit de conseiller utilement son mandant, notamment l'informer objectivement de ses droits et obligations résultant de la signature du mandat, vérifier la faisabilité et la sécurité juridique de la transaction, le conseiller sur la valeur du bien et sur l'incidence fiscale de la vente. L'agent immobilier ne peut prétendre à aucune rémunération avant l'accomplissement de sa mission. À ce titre, toute publicité faite sur le bien sera à la charge exclusive du mandataire et dûment autorisée par le mandant. Il est possible, lorsqu'un mandant consent un mandat exclusif, qu'il demande au mandataire de s'engager à un certain budget de publicité. Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa mission, article 1993 du Code civil. C'est dans ce cadre, et souvent dans son intérêt, que le mandataire indiquera au mandant la publicité qu'il aura faite sur le bien, les visites effectuées, les comptes rendus de visites avec les commentaires de l'agence, les événements ou dégradations survenus depuis la signature du mandat et susceptibles d'affecter la valeur du bien ou le délai de réalisation de la vente. La bonne rédaction d'un mandat prouve le professionnalisme de l'agent immobilier et lui permet d'obtenir la confiance de son client, élément indispensable au bon déroulement de sa mission.